Je vous souhaite la bienvenue là, à cet atelier Santé, vulnérabilité et innovation sociale. Alors, je me présente, je m'appelle Marie-Hélène Deshaies, je suis professeure adjointe à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval. Alors, je vais débuter d'abord par quelques petits détails techniques. Donc, on est sur une plateforme, peut-être que pour la plupart, on ne connaît pas, puis on apprivoise aujourd'hui. Alors, ben, évidemment, comme sur toute plateforme, s'il vous plaît, quand vous intervenez pas, de tenir vos micros fermés. Là, on est pas énormément, mais donc, on peut ouvrir nos caméras, mais il y a un maximum de 12 caméras qui peuvent être ouvertes en même temps. Donc, s'il y avait une arrivée d'un plus grand nombre de personnes, bien, on va privilégier évidemment les caméras pour les personnes qui prennent la parole. Aussi vous dire que cet atelier-là va être enregistré, va être rendu disponible sur la plateforme jusqu'au 30 avril et ça va être dans la section vidéo sur demande. Donc, l'ensemble des ateliers sont enregistrés. Donc, si vous voulez visionner, revisionner, réécouter ce qui s'est discuté, ben, ça peut se faire sans problème. Je ne sais pas s'il va y avoir des interventions. Il nous manque 2 panélistes pour l'instant. Si elles arrivent, il y en a peut-être une des deux qui va s'exprimer en anglais. Alors, les questions pourront être anglais, français. Si par contre c'est en anglais, peut-être que je demanderai votre assistance. Mon anglais est très approximatif, alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourra m'aider à traduire si besoin est. En tout cas, on verra à ce moment-là. Voilà, si jamais vous avez un problème technique, il y a un petit point d'interrogation, probablement. Moi, ça figure en bas à gauche dans mon écran. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres, mais vous pouvez, à cet endroit-là, demander de l'aide sur le plan technique s'il y a un problème de caméra, de micro, bon, ou autre. Et voilà. Et donc, la séance est vraiment consacrée à l'échange, à la discussion. Donc, vous avez eu accès aux conférences sur la plateforme. Normalement, on les a écoutées avant, ce qui nous permet de consacrer le maximum de temps, c'est ça, donc aux échanges. On va quand même faire commencer par un petit 5 minutes pour chacune des présentations, donc dans laquelle je vais vous demander de vous présenter, donc rapidement, et aussi de peut-être mettre sur la table une question, une idée forte ou une idée forte qui pourrait là, permettre de lancer la discussion qui va suivre. Alors, voilà, donc cette période-là, c'est vraiment pour susciter la discussion, pas reprendre l'ensemble des présentations, mais vraiment des idées plus importantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement? Ça vous va? Oui? Parfait. Alors, ben, on va commencer avec Monsieur Mario Paris, qui est de l'Université de Moncton. Alors, je vous donnerai la parole pour 5 minutes environ pour, c'est ça, vous présenter et présenter quelques éléments importants là, que vous aimeriez mettre sur la table. OK, super. Ce que je comprends, est-ce que pas obligé d'apporter quelque chose, je vais juste faire à l'oral, je n'ai pas de diapositive. Bien, bonjour, je suis très, très, très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est une belle opportunité, surtout qu'en contexte de pandémie, on dirait qu'on rencontre de moins en moins de gens. Sur ma présentation, bon, okay, je vais me présenter vite, vite. Là. Mario Paris, je suis professeur à l'École de travail social à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ma présentation s'inscrivait vraiment dans une tentative de lancer, en fait, compte un projet embryonnaire que j'ai en tête. Je suis, on peut dire, spécialiste en gérontologie sociale. J'ai travaillé énormément sur les villes amies des aînés au Québec et au Nouveau-Brunswick, en toute cette approche-là, qu'on pourrait dire, de concertation, de collaboration intersectorielle. Je l'ai pratiqué il y a beaucoup d'années et dans ce que je fais dernièrement, c'est que je travaille vraiment auprès des communautés et je travaille entre autres avec la municipalité de Cocagne ici au Nouveau-Brunswick où je vous ai présenté un peu les résultats devant une étude exploratoire. Cette étude exploratoire était de lier en fin de compte deux sujets, deux enjeux que je trouve très importants. Un, le vieillissement de la population dans le contexte du Nouveau-Brunswick. C'est très important, surtout quand on regarde d'ici 2030-2040, on a des municipalités rurales ici qui vont avoir près de 50% de 65 ans et plus. Et de l'autre, ben, comme on est une région très côtière, ben, on ressent, veut pas, les changements climatiques, entre autres par les événements météorologiques extrêmes.
Alors, c'était vraiment de combiner ces deux-là. Et je me suis vraiment j'ai collaboré avec un groupe communautaire, le groupe de développement durable du pays de Cocagne. C'est un groupe communautaire qui est justement intersectoriel pour développer un plan. Eux, ils développent un plan d'action d'adaptabilité au changement climatique. Et à l'intérieur, ils voyaient qu'il y avait des questionnements par rapport aux personnes âgées, la vulnérabilité de la personne âgée au sein, enfin, de leur communauté. Moi, j'y allais un peu comme en prospective pour regarder les opinions des aînés, puis de regarder ça. Puis le grand constat qui en dégage, ou la grande surprise que j'ai eue, puis c'est peut-être dû vraiment par mon échantillon, parce que mon échantillon était quand même relativement comme les TLN, tout le temps les mêmes, très aidés, très engagés. Mais ce qu'on voyait, c'était des gens avec beaucoup de résilience et qui recherchaient aussi une certaine reconnaissance de cet acquis-là, de dire on est capable de se préparer, on se prépare au changement climatique depuis longtemps et aussi on est une génération type dans l'histoire où on a connu autre chose que on va dire le capitalisme de consommation depuis les années 60-70. Surtout dans leur jeunesse. Alors, il y avait quelque chose pour moi qui était une piste vraiment intéressante pour enfin, engager tout un nouveau projet de recherche, moi un programme de recherche qui se basait sur justement comment créer des innovations sociales qui vont faire ce maillage-là. De plus en plus, ces personnes âgées et surtout dans un contexte d'enjeu intergénérationnel, donc comment faire le maillage entre les personnes âgées d'une cohorte. Hein, pour moi, si on laisse passer un peu le train, on va perdre une cohorte qui a une expérience de vie très particulière, qui est, à mon sens, très intéressante pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu un monde autre que dans celle qui existe. Alors, pour moi, c'est vraiment de créer ce lien-là. Puis c'était ça. Écoutez, c'est un topo très rapide. Je me suis pas timé, puis j'ai peur de dépasser 5 minutes. Mais c'était ça. Ben merci, merci beaucoup. C'est intéressant cette idée-là là, de génération charnière là, qui a un pied dans deux contextes, là, en tout cas d'un passage à un nouveau contexte en termes de crise et de crise climatique. Merci, M. Paris. Je donnerai maintenant la parole à Isabelle Ruelland de l'Université de Montréal, Isabelle Egg de l'UQAM et Grégoire Autin de Parole d'Exclus. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Pour nous aussi, je pense que c'est un plaisir. Vu qu'il y avait l'idée de se présenter, peut-être que je nous permettrais, vu qu'on est peu, qu'on fasse juste un tour de table pour se présenter avant que je prenne les devants pour faire le topo de 5 minutes, si ça convient à mes collègues. Alors, donc, l'initiative, c'est vraiment créée à 3 du projet qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on vous a présenté, en fait, déjà, puis qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui, plutôt. Alors, moi, mon nom, c'est Isabelle Ruelland. Je suis chercheure au Centre de recherche et de partage de savoir au CIUS du nord de l'île de Montréal, donc au niveau du volet de la recherche sociale et aussi professeure associée à l'École de travail social de l'UQAM. Et dans le cadre de ma recherche postdoctorale, j'ai collaboré avec Parole d'Exclus pour réfléchir à des enjeux de collaboration intersectorielle en santé de proximité. Et j'ai eu le plaisir de plonger dans une équipe très engagée dans la réflexion déjà avec l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Et on a eu envie aujourd'hui de faire vraiment un travail de co-construction et une recherche longitudinale sur les enjeux de santé de proximité là, impliquant des citoyens. Donc peut-être je laisse Grégoire et Isabelle se présenter rapidement avant de reprendre la parole pour faire un petit topo là, de ce qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, moi, rapidement, c'est Isabelle Heck. Je dirige l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, qui est vraiment un dispositif de recherche en soutien aux initiatives sur le terrain de lutte contre la pauvreté. Je suis chercheur à Parole d'Exclus et prof associé à l'UQAM. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Grégoire Autin. Je suis chargé de recherche à Parole d'Exclus. Je travaille au sein de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus et de Parole d'Exclus. On fait de la recherche-action. Isabelle vient de le présenter. Donc ça, je travaille beaucoup avec Isabelle et Isabelle. Merci, chers collègues. Donc, rapidement, donc dans le cadre de ce petit retour sur présentation, on souhaitait rappeler quelques faits saillants de notre recherche et certaines questions surtout que l'étude a soulevées. D'abord, rappeler qu'il s'agit, comme je le mentionnais, d'une démarche de recherche sur le long cours, fondée sur un dialogue entre nous 3 chercheurs en collaboration avec l'organisme Parole d'Exclus.
Dans la présentation, nous avons, comme vous avez pu le constater, mis l'emphase sur 3 projets de collaboration intersectorielle en santé de proximité qui impliquaient des citoyens, dont la clinique de proximité qui était vraiment observée de plus près par Isabelle depuis 2015 déjà, l'espace santé citoyen que j'ai observé davantage un peu avant la pandémie 2018-2019, et l'initiative de la clinique Pop-Up que Grégoire a observé de plein pied durant la pandémie là, à l'été 2020, mars, printemps 2020. Alors, cette étude longitudinale, vraiment de regard croisé sur ces 3 expériences-là, a l'intention de comprendre empiriquement les dynamiques collaboratives au sein de ces 3 projets-là, en mettant l'emphase vraiment sur le rôle de l'implication citoyenne et jusqu'à quel point les citoyens impliqués transforment les pratiques qui prennent forme au quotidien. Donc, quel rôle les citoyens jouent-ils dans la co-construction de ces pratiques de santé de proximité autour de ces 3 projets-là? C'est vraiment, et plus largement, comment ces actions facilitent la réduction des inégalités sociales de santé? C'est les 2 questions qui nous habitaient. L'analyse croisée de nos 3 expériences en cours, je ferai remarquer, on est vraiment en train de co-construire c'est vraiment le buzzword, là, puis j'ai hâte d'entendre Madame Berthiaume sur ça tout à l'heure, mais en tout cas, on est en train de réfléchir ensemble, là, je voudrais dire, sur à quel point, en fait, les marges de manœuvre citoyennes varient beaucoup d'une expérience à l'autre, selon le contexte et les conjonctures des partenaires impliqués, et aussi des formes de collaboration qui vont se mettre en place avec ces collaborateurs-là. Ces expériences-là montrent aussi la pertinence d'inclure les citoyens avec leur savoir pour repenser l'organisation des services de première ligne. C'est souvent des expériences qui vont être, je dirais, grandement influencées par les logiques managériales ou médicales, mais vraiment, on est capable de constater avec nos 3 expériences le rôle et la pertinence et surtout le potentiel des savoirs citoyens pour rappeler en permanence dans les processus de co-construction les besoins citoyens et mettre de l'avant une certaine vision et des principes d'humanisation et de démocratisation. Par ailleurs, ces expériences soulèvent évidemment des questions, puis c'est vraiment ça qu'on voudrait discuter avec vous, notamment sur la portée et la pérennité de ces projets de collaboration intersectorielle, et puis jusqu'à quel point, dans le fond, on pourrait penser à des logiques partenariales et des projets, des modèles partenariales citoyens qui pourraient s'inscrire et s'enraciner dans une perspective plus pérenne au niveau des dynamiques de communauté en santé de proximité. Alors, on voudrait savoir, en fait, comment se trace et émerge ou comment faciliter l'émergence de ce partenariat-là en santé de proximité communautaire et aussi quel rôle la recherche sociale peut jouer pour reconnaître et consolider ces modèles citoyens de partenariat en devenir. En gros, c'est ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si mes collègues voudraient rajouter un mot sur ce qui a été dit. C'est parfait, merci. Merci beaucoup. C'est tout un exploit d'arriver à synthétiser ça en 5 minutes. C'est bien réussi, merci. Alors, maintenant, on va passer, je pense que Sarah Zirari n'est pas avec nous. Si je ne me trompe pas, je regarde dans la liste des participants, je ne pense pas. Donc, mais j'ai vu que Mme Marilia Verissimo-Véronais s'était joint à nous. Alors, je vous demanderais peut-être d'ouvrir votre caméra et de nous présenter de vous présenter d'abord et de présenter peut-être en 5 minutes un peu une question intéressante, pertinente, une idée phare de votre présentation. Est-ce que vous m'entendez, Madame Véronèse? Je ne crois pas. D'accord. Ce qu'on va faire, on va passer à Annabelle, puis peut-être ça va laisser le temps d'arriver à Madame Véronèse. Donc, Annabelle Berthiaume, je vais... Oui. Donc, je manifeste ça. Mais bonjour, chers collègues, ça me fait plaisir de vous entendre à distance. Je suis contente d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis chercheuse postdoctorale au département de sociologie et d'anthropologie à l'Université Cantine. Je suis également chargée de cours en travail social à l'UQAM et à l'Université d'Ottawa. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir discuter un peu
aujourd'hui, en fait, de résultats qui sont sortis de ma thèse, en fait, sur lesquels je travaille en ce moment sur la publication. En fait, c'est qu'à partir du travail ethnographique que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, j'ai observé qu'il y avait certaines contradictions ou en tout cas, il y avait des silences dans la littérature. Donc, je me suis mis à interroger des mots, des buzzwords comme Isabelle a nommé. Dans le fond, il y a des mots qui reviennent, qui sont utilisés de façon vraiment différente. Puis l'objectif, c'est pas de réduire les débats à l'emploi des mots, quels mots il faut utiliser, quels mots il faut pas utiliser, mais plus d'interroger les sens auxquels ils réfèrent ou les usages auxquels ils réfèrent. Puis, donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai porté une attention particulière à 3 discours qui reviennent souvent, ou 3 idées qui reviennent souvent, soit la co-construction, l'engagement parental, la mixité sociale. Puis, donc, c'est la partie sur la co-construction, en fait, que je vous ai présenté de façon très expéditive, étant donné le temps qui nous était imparti. Puis, on peut dire que, en fait, au-delà de l'idée de la co-construction, que tout est co-construit à partir du moment où il y a un émetteur puis un récepteur, même de se faire ignorer, c'est une forme de construction ou d'échange. À partir, si on va au-delà de cette idée que tout est co-construction, dans la pratique ou dans les discours, en fait, il y a certains silences dans les travaux sur la co-construction, notamment au niveau des tensions, au niveau des inégalités, au niveau de comment se déploie cette co-construction-là dans la littérature. En fait, puis ce que je vous ai présenté dans ma communication, c'est d'une part l'idée que ça voile toute une partie du rapport au bénévolat, du rapport au travail gratuit des fois. Puis là, je fais référence à la conférence de pré-ouverture, mais qui est plus tard, mais de Maud Simonet, qu'on a eu l'occasion de voir, là, si vous l'avez écouté. Donc, il y a cette idée de l'importance, en fait, de l'implication bénévole, l'importance d'un noyau de bénévoles qui sont là pour faire partie de la mise en place des politiques sociales sans quoi les internautes n'y arriveraient pas, ou elles-mêmes, elles font partie aussi de cette masse de bénévolat parce qu'elles sont surchargées, elles font beaucoup de travail à l'extérieur de leurs heures également. Là, j'ai rencontré des travailleuses en congé de maternité ou parce qu'elles croient au projet, donc elles sont particulièrement investies. Donc, il y a toute cette idée du rapport au bénévolat dans la co-construction, mais il y a aussi le fait que il y a cette dimension genrée du fait que la co-construction, en tout cas, moi, dans l'étude de cas qui m'a été donnée à analyser, en fait, dans les politiques enfants-famille, c'est largement féminin, autant au niveau des intervenantes qui sont surchargées, des mères qui sont impliquées dans leur communauté, qui tiennent à leur quartier, qui s'en font vraiment une responsabilité. Les stagiaires aussi dans différents programmes traditionnellement féminins, que ce soit le travail social, la psychoéducation, qui se retrouvent dans les organismes communautaires. Bref, il y a une dimension vraiment genrée de cette co-construction-là. Et ça demeure plutôt sous le silence, en fait, dans la littérature, lorsqu'on lit sur la co-construction, lorsqu'on lit sur les politiques sociales dans le modèle québécois. Donc, c'est ça que j'avais envie de mettre de l'avant ou d'amener sur la discussion à travers ma contribution au colloque aujourd'hui. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, c'est intéressant, toute cette question-là effectivement, du travail bénévole qui est demandé à la fois dans des processus de recherche et dans des processus où on construit des programmes, une programmation là, sur le terrain, donc tout cet enjeu-là. Je vais me réessayer avec Madame Maria Veronese. Je ne sais pas si, est-ce que vous nous entendez? C'est ça. Oui. Hello. Bonjour. Bonjour. I'm sorry, but I can't speak French, so I'm going to speak in English. Okay. And That's okay. can I share I have 5 minutes, right? 5 minutes, yes, to present yourself and to give us a question or yes, for the discussion later. Alors, vous apercevrez que mon anglais n'est pas très bon et que je suis très gênée de parler en anglais en public. Alors, voilà, je vous laisse la parole. Allez-y. Okay. So I want to share my screen just to say, well, first of all,
My name is Marília Veronese. I'm a professor and researcher at Unicinos, a university in the south of Brazil, in Porto Alegre. And I work with the issue of solidarity, social and solidarity economy, mental health, and social movements. So this paper focuses in a process that involved social innovation in public policies and in civil society through the intersectionality of the policies, but also through the relationship that the workers and the users of the system develop within their communities. And this process is very important and a very relevant social innovation, strengthen this relationship with the communities because it gives legitimacy for the experiences and strengthen them to resist for these setbacks that are occurring now in Brazil in all sectors, in all initiatives, because of the, I don't know, and I'm not going to try to describe this government because it's just the worst that's possible be. And we are, so these achievements are put in risk. So it's very interesting to realize that if they have these cooperatives with these workers that produces art and consider themselves artists, workers and artists, they create these bonds with community, and the community tries to help and tries to be a part of the experiences. So I want to share just some abstract but I don't know how. Compartilhar tela, ok. Compartilhar tela com áudio. Uma tela inteira. Compartilhar. Not working. Okay, okay. Do you see my screen? Yeah, yeah. Can you see it? No? Yes, yes. Yes, yes. Yes? Okay. Yes, it's all right. So the key point that I want to highlight is that social innovation is something that can emerge from different social actors, public and private, and it has a strong political dimension, especially in Brazil's experience since redemocratization of the country in the middle of the ages. So civil society in Brazil at that time pressured the state to change mental health care system. And we created a universal and very strong health system that is SUS, the universal health care system. And within SUS, we created a network of mental health care in freedom. As a matter of fact, this week, we are celebrating 20 years of the law that really changes and officially changes the mental health care system. Something about 12 years after the creation of SUS, it took 12 years of fighting to regulate the law. And now it has 20 years. So the health workers, the users of the system, and their families, and everybody that wants to join this social movement
anti-asylum social movement, produces in a very full of tensions process, but produced several innovations. And this change not only the model of care, but change the way people think about madness and people who are suffering from mental diseases. So they see that they can be artists, that they can be very good workers if they have access of a treatment, of course, medication, therapy, and life in community, a productive life in community. It's so obviously better for them. Then these changes gain some support from sectors of civil society. So still today, we face these tensions, and now they are aggravated because of this anti-democratic government that intends to implement the setbacks. The therapeutic communities are institutions that belong to neo-Pentecostal churches, conservative churches that are earning public money, and they demonize the use of drugs and have a religious approach, isolates patients from society, compulsorily interning them. So the struggle continues to preserve the social innovation that we have produced together with social movements, civil society supporters, and the state in Brazil. So this is the key point that I want to highlight with this paper that I share with you. Thank you very much, and I'm here if you have some questions. Thank you very much. Donc, toute l'importance du temps long pour aussi construire ces mouvements-là, hein, ça a démontré ça. Alors, ben maintenant, je vais, enfin, on ouvre la période de discussion. Attendez, je vais juste mettre... Donc, on ouvre la période de discussion. Alors, on peut fonctionner soit avec le chat. Donc, pour activer le chat, là, il faut proposer. Donc, il y a un petit, en bas, un petit écran de chat. Et dans ce petit écran-là, vous avez aussi un bouton pour lever la main. Donc, votre main n'apparaîtra pas dans votre case, là, chacun, mais dans le fil de la conversation. Alors, à la lumière de tout ce qui a été nommé précédemment et aussi ce que vous avez vu dans les capsules vidéo là, précédemment, qu'est-ce qui vous vient comme commentaire, questionnement? Donc, je vous écoute. Oui, Isabelle. Oui, ben, j'ai comme levé ma main et levé ma main. Là, je savais pas. Pour l'allemand, il faut l'envoyer. On met sa main puis on l'envoie. Ça serait comme ça. Là, oui, c'est ça. Oui. Okay. Et on la voit apparaître. Mais elle apparaît aussi, je m'aperçois qu'elle apparaît aussi dans la caméra. C'est assez évidente, en effet. En fait, pour casser la tâche, j'aurais une question. Ben, j'en ai pour les différents panélistes. J'aime beaucoup la formule. Je trouve que ça permet vraiment d'écouter chacune des contributions et j'étais avec vous donc hier soir et puis donc ben, je commencerai avec une question pour Annabelle. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant de ta présentation, surtout tes conclusions hein, de thèse, si j'ai bien compris, sur le plan de la co-construction, avec la piste que tu es en train de développer dans tes travaux en cours sur, et là, je te cite un peu, là, ou je te paraphrase, mais comment finalement les femmes et le travail bénévole, bon, le travail gratuit, comme d'autres parlent dans le congrès, est un élément, et ce qui rend possible la co-construction. Donc, j'aimerais un peu que tu élabores par rapport à ce que tu as pu observer, puis jusqu'à quel point sans ça, c'est pas possible, ou par ça, c'est possible. Peut-être un peu décrire qu'est-ce qui t'amène à aller vers cette piste-là. Merci. Est-ce qu'on prend plusieurs questions, puis après on échange? Ou... Ben pour l'instant, tu pourrais répondre, okay. Puis on verra s'il y a plusieurs questions, on regroupera. OK, parfait.
Merci pour la question. En fait, ce qui est assez frappant, c'est ça, moi, dans le cas de ma thèse, j'ai fait à la fois des entrevues avec des mères qui ont eu un trajectoire dans les services, avec des intervenantes qui travaillaient en première ligne, avec des organisatrices communautaires. Donc, j'ai comme fait de la première ligne, puis la deuxième ligne dans le quartier. Ça m'a vraiment permis de penser leur apport comme une forme de continuum, autant au sein de leur famille. Puis là, c'était dans un contexte pré-pandémique, mais je pense que si on avait fait, si j'avais fait des entrevues en ce moment, elle me parlerait aussi de l'école à la maison, de s'assurer que les enfants aient les gestes barrières, etc. Donc, mais en fait, l'apport du travail des femmes, je le vois vraiment comme un continuum, autant dans la famille que dans le quartier. Il y a plusieurs des mères que j'ai interrogées qui sont, c'est ça, bénévoles, partie prenante vraiment de soit des comités de parents dans les écoles, qui organisent des trocs de vêtements, qui animent leur ruelle verte, qui prennent les enfants des autres pour rentrer de l'école. Donc, toutes ces petites tâches qui sont pas nécessairement des tâches qui étaient salariées ou non, mais qui permettent en fait le soin, l'éducation des enfants jusque dans les organismes communautaires, des intervenantes qui font du travail bénévole parce que en fait elles sont pas reconnues pour tout le travail qu'elles font. Elles font du surtemps, juste au niveau de la table de quartier, elles sont impliquées, elles trouvent que c'est important, elles vont aller au comité de parents de façon bénévole. Donc il y a vraiment un continuum de cet apport-là -là, qu'on peut appeler travail gratuit, mais qui ne serait pas nécessairement rémunéré autrement. Là, je ne veux pas nécessairement dire que c'est pas seulement ça. Oui, en fait, puis dans les politiques enfants-famille, c'est assez criant. En fait, lorsqu'on parle des parents, puis il y a toute une volonté dans les dernières années de dégenrer les politiques enfants-famille. Donc, on parle des parents, des parents, des parents, mais en fait, lorsqu'il y a des pères, on le mentionne. Lorsqu'il n'y a pas de père, ben, on dit les parents. C'est ce qui arrive là, dans la pratique. Là. C'est assez flagrant. Donc, puis les intervenantes, elles le savent, tu sais, elles le disent, il y a pas, c'est pas une surprise. Les mères aussi parlent de cet entre-soi-là dans leurs implications. Elles disent, ah ben c'est le comité de parents, mais on est juste des mères, mais on aimerait ça avoir des pères, mais on est juste des mères. Il y a vraiment cette dimension genrée-là. Tout le monde la sait, mais c'est comme si elle est pas nommée ou elle est pas analysée, en fait. Ouais, peut-être que je m'arrêterai là pour le moment. Merci, Annabelle. Si je me permets de faire un saut là-dessus, est-ce que cette expérience genrée-là est aussi présente dans les 3 projets que vous documentez à Montréal-Nord en santé de proximité? Collègues, en fait, si je peux me permettre, c'est pas quelque chose qu'on a pris en compte ou problématisé comme tel. C'est quelque chose qui émerge, je dirais que sur le long cours, probablement. Si je pense entre autres à un mouvement de mobilisation, puis Isabelle et Grégoire sont sûrement mieux placés que moi pour en rendre compte, des maires au niveau de l'engagement citoyen pour, je dirais, plus large que la santé, mais plutôt pour une vie de communauté conviviale qui est mise sur un climat de non-violence. Il y a un engagement plus féminin, là, ça c'est clair par rapport à ça. Je ne sais pas si Grégoire ou Isabelle voudraient... Oui, on n'a effectivement pas creusé de près cette question-là, mais c'est clair que la question du bénévolat, implication citoyenne et temps gratuit ou non rémunéré, bah, c'est une question qu'on se pose sans arrêt parce que Parole d'exclus est vraiment basée sur la mobilisation citoyenne et l'idée c'est qu'on invite les gens qui habitent les quartiers à devenir acteurs du changement. Donc il n'y a pas d'office, il n'y a pas de rémunération qui est vraiment associé à cette implication-là, mais on se rend compte aussi que ce type d'implication a certaines limites et souvent, particulièrement de la part des institutions, on sent qu'il y a des attentes extrêmement élevées en termes de constance de l'implication et ça, c'est quelque chose qui est absolument
incompatibles, un, avec la situation des personnes qui vivent la précarité, et deux, on ne peut pas s'attendre à une prise de responsabilité s'il n'y a pas une contrepartie très, très claire. Donc, c'est des questions qu'on se pose et avec lesquelles on expérimente différentes formules aussi pour des personnes qui veulent justement prendre en charge plus de responsabilités. Moi, j'aurais une question après, mais je ne sais pas si d'autres veulent intervenir là-dessus. Non. Grégoire, c'était pour faire un suivi là-dessus? Ben, c'était un peu pour ouvrir sur l'effet du bénévolat, là. Mais comme c'est un peu une question plus qu'une réponse, je ne sais pas. Isabelle, est-ce que tu veux poser ta question? Non, vas-y, Grégoire, parce que c'est une autre thématique. Là, c'est plus pour... Je te garde dans la liste. OK. And I don't know if Marilia understands French, but maybe we can just try to switch sometimes to English, so it's easier for her to jump in. Je vais poser ma question en français puis en anglais, comme ça sera plus inclusif. En fait, moi, c'est la question sur cette question du bénévolat. Quand je regardais la vidéo de Annabelle hier, là, à la fin, je pense que tu parlais de certains bénévoles qui devenaient comme des entrepreneurs sociaux dans leur communauté. Et en fait, nous, on se pose aussi la question de l'effet du bénévolat sur la vie sociale des bénévoles dans leur communauté, leur statut, comment ça le transforme, comment ça amène à être redéfini ce statut dans la communauté, et en même temps, comment ça va venir transformer la manière dont les organismes fonctionnent en se reposant sur le bénévolat, un peu les impacts que ça a dans les deux sens. Et puis ça, c'est une question, je pense, que peut-être tout le monde dans ce panel-là pourrait apporter des éléments de réponse et des observations. So my question was about the volunteering work, how it impacts the social status or the way the volunteers are in their communities, how they're perceived and the role they play in the communities at large, how it can transform their social life. And on the other side, how organizations' work are being transformed by calling to volunteers for the daily work of the organizations. Yeah. They, especially with donations, because the income they got from government is not enough, so they sell products and earn their own income, and they receive donations by the community, NGOs and enterprises, just people that are consumers and friends, about the material to work, to do their pieces of work to sell. And another thing is the contact they establish. They go to places in the city. Here in Brazil, you have to understand that we have a very strong segmented and unequal society. So places like art galleries or cinemas, theaters are not for poor people, you know, or crazy people. And within the support of the community and the contact they have with a large number of social actors and institutions, allow them to be a part of the city. So it improves their citizenship, and it includes them in cultural events, and they are invited to tell their stories in universities and, you know, other institutions. So this process has the double effect, increases their citizenship, it's a part of the treatment, of course, and generates legitimacy. So protects them in a way, in a certain way, protects them of the
the trying to just, you know, end this policy and stop funding this policy because they have the legitimacy that is produced by community and by these social actors and even volunteers sometimes. You know, universities made research. We went in an ethnographic study. 2 years, every week we went there, and the meetings that they conducted, there is a lot of volunteers there participating, and this is protects the experience of, you know, just finishing. Thank you. Isabelle, oui, vas-y. Yes, I think this is really interesting, and this leads to the question that we try to ask in our presentation, like how does social, like you ended with your role as a researcher, so, and this question is for all of us, how is social research a leverage for these kind of initiatives? Because in all our initiatives, I think we're really trying to get more recognition for these people who live in well, situations of exclusion. And so what can social research do? What are our perspectives, but what can we already state as a difference that we made? So I think it would be interesting to hear all of us responding to that. Well, in our case, I can start. In our case, we are very concerned about this fact. And as Boaventura de Souza Santos always says, we have to research not about people, but with people, you know, creating groups that research social reality together. So we finished the period of the research itself, but we continue participating now. Just online, the activities are all online, but we continue participating. We continue inviting them for our events, our academic events, and they invite us to theirs, you know, seminars and arts that they want to show and exhibitions. We are always connected with them and showing support and being a part of the community of these enterprises. So we are very concerned about this, and we think that the teaching to our students have to show them how important it is, and that social research is about being a part of the whole experience, I think, as a citizen too. Merci, c'est intéressant de voir le lien, la recherche comme un lien, de le postuler comme étant un lien d'abord qu'on établit avec des milieux. Oui, j'avais justement le goût de peut-être vous interpeller, Mario, là-dessus, voir comment dans votre projet vous voyez ça, la question de la posture du chercheur puis des personnes qui participent et qui sont partie prenante de cette recherche. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'en fin de compte, on se croise vraiment, peut-être pas dans des sujets similaires, mais vraiment dans la manière d'envisager la recherche. Moi, ça fait longtemps que je travaille. La grande limite que je trouve sur une affaire, comment qu'on peut repenser la recherche sociale, c'est vraiment comment que l'institution nous met des barrières. Moi, personnellement, je suis professeur à l'université et tout ce qu'on me reconnaît, moi, c'est une production académique, et tout ce que je fais avec mes communautés, j'ai énormément de transferts ou même de mobilisation des connaissances qui est pas prise en qui n'est pas accrédité ou reconnu vraiment par mon institution. Ça, c'est le type main. Alors, je vois toujours l'importance de changer l'institution universitaire pour vraiment mieux arrimer sa vocation avec les milieux.
moi, dans les milieux ruraux dans lesquels que je travaille, ils travaillent avec très peu de ressources humaines et financières. Et j'ai réussi avec, dans les dernières années, d'apporter en fin de compte le financement de la recherche vraiment en support technique puis ressources humaines. Puis quand on parlait tantôt des étudiants, d'apporter certains étudiants en stage, même presque employés dans certaines municipalités pour montrer de l'avant les projets qu'on avait. J'ai un projet communautaire en habitation, j'ai le projet sur les changements climatiques. Alors, c'est vraiment, pour moi, il y a plusieurs facettes vraiment qu'on peut apporter, mais je vois constamment ma barrière institutionnelle. Puis, écoutez, j'ai même un projet de co-construction, même si c'est un branding énormément, mais qui est un projet, ça va faire 5 ans que j'ai parti à l'Université de Sherbrooke avec des aînés, de créer un projet de recherche complet, et les aînés sont partie prenante, et on voit que la mécanique universitaire leur met des barrières, tu sais, sur comment écrire un article de recherche ou le publier. Et à chaque fois, c'est un processus qui est extrêmement long. Et pour moi, c'est comme, je suis en train de voir les limites même de mon engagement face à ça. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment à gagner d'essayer de concilier deux mondes? Puis, autant que j'y crois énormément, mais je le vois dans l'énergie que je mets, le peu de récolte que ça donne. La récolte, je l'ai vraiment dans la relation humaine. Dans la relation de confiance, dans les amitiés que je crée. Mais tu mets ça sur le plateau universitaire, ça vaut pas grand-chose. Ça, c'est très, très, très concret comme témoignage ou très, très personnel. Merci. Qu'est-ce que ça résonne pour les autres participants de l'atelier? Ben, c'est pas pour rien qu'une majorité d'entre nous ne travaille pas à l'université. I think the three of us, Isabelle, Grégoire, and myself, we are working in really off-centered research institutions. So Grégoire and myself, we are in an anti-poverty organization. Isabelle is in a research center affiliated to the social services and health services. And it's true. I think we're looking really with some jealous eyes to Brazil in this case, with all your university extensions. We have some institutions, we have some Service aux Collectivités, and at Concordia we have the Office for Community Engagement. So we have some infrastructures like this, but it's still what we see university professors, it's really their individual engagement in this type of studies, but the university are not backing strongly enough this type of investment to contribute to social transformation. Oui, Isabelle. L'autre Isabelle. Yes, thank you. Well, I will speak in English to include Marilia. That's a good initiative. Sorry for starting the first question without... But I don't know if I think the idea and the social politic in Brazil are really innovative, but the context now, it's really complicated. And I'm like really glad that you're here to be with us, and everything we can help to support you, because I know that the government is also cutting a lot in the public research and so on in Brazil, but I will be happy to hear you about it. You know it pretty more. I would like to be a bit in relation with the social research issue, and I really agree with what Isabelle said, but also I think that we said it joking that is a buzzword, co-construction and so on, but I think there's a really a strong a paradoxal valorization, because I also agree with Mario that university institution can be a break or a really, they say do social participation, research, focus on the citizen, hear his voice, do some mobilisation et transfert de connaissances, but in the other hand, publish and just go and do everything you need to do. And I feel it also in a public institution. You know, you need to do everything. You need to be really close to citizen, co-write article and co-build everything, because there's a lot of valorization in empirical work.
that you show that you're really, really close to the field, but in the other end, you really need to show that you can theorize and do a lot of things by yourself. So there's that paradox that a few conferences have said. I'm thinking about Flore Aviori, that the paradox in the power relation that we are facing in our work and with the citizen in our day-to-day research co-construction issue. I feel exactly the same. These contradictions are our reality too. We have to fight, and we have to work a lot. And of course, we cannot do everything the way we want. But there are tensions and contradictions within the universities. It's not all of us that works with this type of social research. There are colleagues that are conservative, of course, and make very traditional, and their sense of science, it's very narrow in my point of view, but of course we have this. But we, as a group research, we've been working this way, and it's very, you know, we feel that we are making a difference, I think, even if it's in a small communities, but we strongly believe that's the way social research should be conducted. Okay. Thanks. Grégoire. Yeah, there is in social research, I feel there is a large part of our work that is a work of bridging, you know, bridging the world of like academia with all its like constraints, but also resources that we can draw on to do research, and the world of the people with whom we work, who have their own like constraints and interests, and so we always try to navigate those bridges. And I think this is like an important part of our job that is usually overlooked a lot also by like institutions, by financiers, and also. And it's in this bridging that we find a lot of data, and we can analyze a lot of what's happening and maybe find solutions as well. Yeah. Totally agree. Autre question, commentaire? Oui, Mario. I'm just curious, because with Parole d'Exclus, for what I understand, it's a non-profit organization. Can you just explain, because here in New Brunswick, we don't have a lot of this kind of work, you know, or this kind of organization who will combine, will be grassroots organization, but with really a research aspect. And I'm really interested to import this kind of new ideas or new. So I just want to hear a little bit more with Parole d'Exclus, how it works and where it's based. Is it a university-based organization or? Yeah, maybe I can explain shortly what it is. So Parole d'Exclus was actually founded 15 years ago already to somehow renew the practices to fight poverty and exclusion. And it's much inspired by South American movements, where we try to invite people experiencing poverty to be actors and really listen to what they have to say about their experience and about their needs and aspirations. And then we kind of cross the different types of knowledges. So the citizens, they will identify the priorities. What do we want to change in the neighborhood? So it's actually neighborhood-based. We're mostly in Montréal Nord. We used to be in Hochelaga before. And then we have a very strong team who is well, mobilizing these citizens and well, co-developing projects with them. And then we have also the researchers. So the researchers, they used to be actually university-based in the beginning, but then we saw that there was a gap. The gap was too big between the field and the university. So we created actually two. Now we have two researchers who are really part of the team in Parole d'Exclus, and we're still
we still have lots of support from the CRIS, so we are affiliated to the CRIS Research Center too, and we have lots of students and professors who are working with us to not only co-develop the projects in the field, but also help us to, you know, have a critical view on what is going on in the field. So we're working a lot with the concept of reflective action. So this is basically what we are doing. So we have both research, mobilization, and co-development of projects. And if I can just add, just add one thing to what Isabelle said, and also as I have experimented starting my postdoctoral research with them, I think the researcher in Parole d'Exclus just create not a boundary, mais un pont et comme un lien entre la communauté et la recherche, justement pour favoriser cette transition, puis cette traduction de réflexion sociale dans les deux sens, là, pour pas, par exemple, saturer le terrain avec des questions de recherche ou pour s'assurer qu'il y ait comme une belle harmonie, je dirais, entre les deux mondes. Je me permets. Oui, non, Annabelle, go. You can. Ben non, ben, je veux qu'Annabelle y aille en premier pour elle. Vas-y, Annabelle. Ben non, mais ça peut aussi, c'est sur Parole d'Exclus, termine. C'est vraiment rapide. Alors, ce que je comprends, c'est, je vais prendre ton cas, Grégoire. Toi, Grégoire, tu es financé par l'organisation Parole d'Exclus, tu es employé. Je serais juste curieux, c'est vraiment dans le fonctionnement de l'organisation. Vous avez créé souvent des ressources humaines, directrice générale, on dit on va créer un poste de chargé de recherche ou je ne sais pas quel est ton titre, et tu es financé, puis tu es un peu comme l'intermédiaire ou le médiateur entre le monde de la recherche, puis comme vous dites, toutes les ressources et tout ce monde communautaire-là, tu te sens vraiment comme un intermédiaire, c'est ça? Ben, oui, mais on est deux. Isabelle aussi, ouais, c'est ça. Elle joue ce rôle-là. Puis Isabelle, elle a un pied plus aussi en même temps dans l'université que moi j'ai moins. Donc on est tous les deux ces intermédiaires-là entre le terrain, l'organisation et le monde de l'université. Ouais. Merci pour les précisions. Juste, si je peux me permettre avant, après ça, je vais donner la parole à Annabelle, me dire que, par exemple, dans le mouvement des femmes, il y a des groupes qui jouent ce rôle-là aussi, comme Relais Femmes, d'intermédiation entre le milieu de la recherche et les groupes de femmes, mais ils ne sont pas reconnus pour faire ça. Alors, tout ce volet-là de travail qu'ils effectuent, ils ne sont pas rémunérés pour le faire, ils le font sur leurs bras en allant chercher à tout bout de champ des petits financements. Alors, c'est présent ce travail d'intermédiation-là, mais souvent non reconnu, malheureusement. Là, je ne sais pas si quelqu'un veut traduire. Je vais juste préciser, our role is not only to be a bridge or a link between university and the field, because we are researchers ourselves, we have our own projects, and actually I think right now we have probably most of our projects are really community-led, research projects even. So, and this makes a big difference because in most of the organizations in Quebec, they have people who play this role de liaison, and that's not our main role. We also do it, but we're more kind of, we have much more leeway and autonomy in doing our research because we have both PhDs and I'm adjunct professor at UQAM, and I think this also helps to have more credibility. Oui, merci pour la précision. Annabelle, ce serait probablement la dernière intervention pour après ça vous laisser aller aux autres activités qui vont avoir lieu là, dans le cadre du colloque. Ça va vite, c'est dommage, j'avais comme envie de... Mais je peux pas tant contribuer. I can't contribute that much on the question of research because as a student or as a postdoc, it's the links with the communities, it's almost impossible. There's so many constraints to develop a project, a thesis in partnership with communities. So even though I was doing ethnography and doing workshops and community groups, and I was really trying to build that bridge myself, it's written nowhere. It's really hard to do so, and it's really hard to have your ethics certificate and everything. So the constraints, I understand the constraints you're naming, Mario.
like as a student, it's almost impossible to resume. But I was just wondering if you wanted to discuss a little bit more about la question de la pérennité des projets, but maybe we'll have time to talk about it another time, or parce que le fait que les projets, so the fact that the projects that you presented are community-based or community-led, you said that one of the issues was the question of having them pursue during time. You named l'objet de la pérennité, so how, if you could develop on that a little bit more, is it because it's a funding that is ending, or is it because the community, that the people in the community are leaving, they're not consistent enough? Or I was just curious to understand a little bit more what was the issue around that. Est-ce qu'on a le temps, Marie-Hélène? Une petite minute, on peut se donner, c'est 10h30, j'avais comme fin d'activité. Mais vous aviez 10h45? Ben, je pense qu'il y a une activité qui commence à 10h30, mais je sais pas si on... Moi, je croyais que c'était 45, mais après... OK, ben dans mes papiers, j'avais 10h30, mais on peut se permettre peut-être de répondre à cette... Ça ne fermera pas, là, plus comme... Non. Ouais. Ben, je pense que, je ne sais pas si Isabelle et Grégoire, vous êtes d'accord avec moi, mais une façon assez concise de répondre à la question d'Annabelle, c'est beaucoup, je dirais, en mettant le zoom sur l'expérience de clinique pop-up pour montrer comment, dans le fond, c'est pas le financement qui nous a amené à réfléchir à cet enjeu-là de pérennité, c'est plutôt la collaboration intersectorielle, puis comment ça se met en place concrètement à partir de chaque expérience qui sont très différentes. Tu sais, au niveau de l'espace santé citoyen, c'est des citoyens qui ont ciblé certains besoins, notamment en santé mentale, au niveau des maladies chroniques vécues par leurs voisins, leurs amis, et qui ont été interpeller le CIUS, donc les infrastructures publiques de santé, les services publics de santé, ou le milieu communautaire pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain comme activité ponctuelle pour adresser ces enjeux, ces questions-là de santé mentale ou pour s'auto-former ou réfléchir à des meilleures actions pour agir au niveau des maladies chroniques. Et après, qui se sont mobilisés, qui ont trouvé des actions à porter en rapport à ça, ben ça a été assez ponctuel. C'était un atelier, c'était un groupe d'écoute, il y a tout un enjeu de motivation, mais aussi de pérennité du lien avec le CIUS. Une fois que le CIUS a donné ses ateliers, ben c'est comme s'il y a des ententes plus sur le long terme qui n'ont pas été construites. Puis il y a, je dirais, quelque chose aussi de relations publiques. C'est comme, regardez, on travaille avec les citoyens. Une fois qu'on l'a démontré, ben, on se retire un peu. Il y a toute l'image organisationnelle qui est à prendre en considération. Puis je laisserai Grégoire avec Clinique Pop-up. Puis là, je trouve vraiment que l'enjeu de la pérennité est vraiment clair. Ben, en fait, pour moi, c'est que c'est comme ces endroits où ça s'est cristallisé, la collaboration, ça a eu lieu pour des raisons conjoncturelles, au sens où le contexte joue beaucoup dans ce type de collaboration-là. Puis là, le contexte par la clinique pop-up, rapidement, c'est le contexte de la pandémie avec comme une mobilisation des médecins pédiatres aux États-Unis et au Canada sur les risques que la pandémie fait porter aux plus jeunes enfants, qui a mobilisé le corps médical à essayer de faire bouger les institutions de santé pour amener cette clinique pop-up. Donc, il y a un côté très contextuel. Puis en plus, c'était dans le creux de la première vague, donc il y avait des ressources disponibles, ce qui n'était pas le cas plus tard. Donc ça, c'est comme l'expérience elle-même étant née d'un contexte particulier et extrêmement dépendante de ce contexte-là. Ensuite, pour pérenniser aussi, il y a beaucoup de blocages institutionnels. C'est des manières de faire qui ne sont pas forcément habituelles dans les institutions, dans la manière dont les services de santé sont organisés. Et ça amène ce changement de culture organisationnelle. Et bah, c'est difficile et c'est long, hein, je vous apprends rien. Donc, je pense que pour moi, c'est beaucoup... encore une fois, c'est une question de mondes un peu différents qui ont du mal à se parler. Puis l'organisme communautaire essaie de faire le lien autant que faire se peut, mais il y a vraiment des blocages institutionnels puis des questions conjoncturelles pour la pérennité. Plus que des questions, dans l'expérience de la clinique pop-up, c'est pas tant une question d'engagement citoyen qui a amené la limite dans le temps en fait de l'expérience. C'est beaucoup plus comme la question contextuelle et la question institutionnelle. Ben, je pense qu'on a vu pendant la pandémie
comment les organismes communautaires sont complètement indispensables pour répondre aux besoins urgents des citoyens. Et ça serait l'occasion pour vraiment changer de rapport entre le système de santé et les organismes qui ont aidé et qui aident encore aujourd'hui énormément avec la vaccination et autres. Donc, je pense que ça serait un moment vraiment où on pourrait percer parce que c'est pas juste la nature des institutions. On voit par exemple avec l'arrondissement, à l'échelle de l'arrondissement de Montréal-Nord, on a développé beaucoup de partenariats avec le communautaire. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un changement de pratique qui est à viser. Parfait, Annabelle, ça répond un peu à tes interrogations, oui. Alors, on va arrêter ça là, non pas parce que c'est pas intéressant, je pense qu'il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire et à échanger, mais je sais qu'il y a d'autres ateliers qui commencent. Alors, mais merci beaucoup à tout le monde de votre participation. C'était fort intéressant, puis on aura sûrement la chance de se recroiser dans d'autres ateliers d'ici, aujourd'hui et demain. Alors, merci tout le monde, merci aux conférenciers et conférencières. Merci Marie-Hélène pour l'animation. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Thank you. Yeah. Patience for my lack of language skills. I thank you very much. Bye-bye. Thank you.